Dans l'histoire des relations internationales, les partages de territoires ou de zones d'influence ne sont jamais des anomalies, mais des manifestations récurrentes de la réelle politique. Le monde médiéval et moderne en regorge d'exemples. Dès le IXe siècle, le traité de Verdun scindait l'Empire carolingien entre les héritiers de Charlemagne, amorçant la lente désagrégation d'un espace politique commun au profit d'entités concurrentes, parmi lesquelles la Lotharingie, royaume tampon, perpétuellement disputé entre Francs de l'Est et de l'Ouest. La Bourgogne, quant à elle, fit l'objet de tractations féodales et dynastiques sans fin avant d'être avalée par des États plus robustes. La Pologne, 3 fois partagée à la fin du XVIIIe siècle, fut rayée de la carte pendant plus d'un siècle, victime des appétits conjoints de la Russie, de la Prusse et de l'Autriche. Plus symbolique encore, le traité de Tordesillas de 1494 illustre une volonté précoce de s'approprier le monde entier au moyen d'une ligne géométrique tracée arbitrairement, où Espagnols et Portugais se partageaient à peu près l'entièreté du globe extra-européen. Ces précédents historiques nous rappellent que les partages territoriaux relèvent de logiques de puissance, non de droit. En ce sens, la conférence de Yalta, qui réunit les représentants des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'URSS pour organiser l'après-guerre, s'inscrit dans cette tradition. Toutefois, ce qui distingue Yalta des exemples précédents, c'est moins l'acte de partage lui-même que la nature et la qualité des puissances impliquées. Pour la première fois, l'avenir de l'Europe, foyer hégémonique de l'histoire mondiale pendant des siècles, est scellé par 3 acteurs dont les véritables centres de gravité ont été situés à l'extérieur qu'en Europe. Les États-Unis se veulent européens mais sont situés en Amérique. L'URSS forme sa propre civilisation et possède un centre de gravité de plus en plus tourné vers l'Asie. Et le Royaume-Uni, bien qu'européen, se veut une force à part, dont le statut de grande puissance est justifié essentiellement par la possession de l'Inde et de la majeure partie de l'Afrique. Statut dès lors menacé par l'ombre de la décolonialisation qui explique pourquoi le Royaume-Uni à Yalta n'est plus qu'un junior partner affaibli par l'effort de guerre et déjà relégué par la dynamique bilatérale Washington-Moscou. Ainsi, la conférence de Yalta scelle symboliquement un basculement historique, la fin de l'hégémonie européenne sur le monde. Depuis la Renaissance jusqu'à la Première Guerre mondiale, les puissances européennes avaient dominé les mers, les colonies, la finance, les arts et les idées. Même leurs rivalités internes se déroulaient dans un cadre qui restait eurocentré. Or, en 1945, ce sont 2 puissances, donc essentiellement extra-européennes, qui dessinent les contours du vieux continent comme on trace des frontières sur un terrain de jeu, réduisant l'Europe à un enjeu géopolitique et non plus à un sujet politique. L'humiliation de Yalta n'est pas dans le fait qu'un pacte ait été signé, mais dans le fait que ce pacte soit le résultat de décisions prises par des puissances qui ne considèrent plus l'Europe comme centre du monde, mais comme un théâtre périphérique à organiser. Certes, Churchill insiste pour inclure la France comme acteur majeur dans l'ordre d'après-guerre, mais après l'humiliation de 1940, personne ne se fait d'illusions sur son statut amoindri. Yalta marque aussi l'échec retentissant d'un idéal politique qui avait été présenté un siècle plus tôt comme la clé de la paix universelle, celui de l'État-nation. Au XIXe siècle, l'éveil des nationalismes avait été interprété comme un progrès, une sortie des conflits dynastiques au profit de la souveraineté populaire. L'aspiration des peuples à s'autodéterminer était censée mettre fin aux guerres des empires. Une fois chaque nation en possession d'un État propre, l'on croyait l'origine de tout conflit territorial éradiqué. Mais ce rêve a tourné court. L'ambition des nations a engendré 2 guerres mondiales, des génocides, des épurations ethniques et des rivalités qui ont redessiné entièrement le continent. Les grands États, convaincus de la légitimité absolue de leurs intérêts, ont préféré l'escalade au compris. Les petits États ont mis de l'huile sur le feu en se lançant dans des alliances politiques désastreuses. L'idéal de l'État-nation, censé protéger, s'est transformé en machine centrifuge, rendant toute solidarité continentale très difficile. C'est dans ce contexte d'autodestruction que les puissances issues de la Seconde Guerre mondiale imposent à l'Europe une nouvelle carte, non plus celle des peuples ou des cultures, mais celle des systèmes. Ce qui est décisif à Yalta, ce n'est pas seulement la géographie des zones d'influence, mais la logique idéologique sous-jacente
La planète est désormais divisée non pas selon des critères civilisationnels, religieux, ethniques ou culturels, comme c'était le cas dans les siècles précédents, mais selon une opposition binaire entre deux modèles prétendument universels, le libéralisme capitaliste et le socialisme communiste. Chacun de ces systèmes se pensant comme le dépositeur de l'ordre idéal pour l'humanité, le libéralisme occidental se présente comme garant de la liberté et des droits individuels, tandis que le communisme soviétique prétend incarner la justice sociale et la fin de l'exploitation. Les deux croient représenter l'avenir de la planète et entendent structurer le monde à leur image, l'Europe n'étant qu'un des nombreux théâtres de la guerre froide. Cette logique de confrontation systémique exclut de fait toute reconnaissance des aires civilisationnelles comme niveau pertinent d'organisation du monde, bien que les deux blocs revendiquent l'héritage des Lumières en Europe tout en rejetant celui de la tradition. La carte des Nations Unies, adoptée en 1945, en porte la trace. Elle ne reconnaît que deux niveaux d'acteurs légitimes, l'État-nation, quelle que soit sa taille, et l'ensemble global qu'est la communauté internationale. Il n'existe aucune place pour des entités intermédiaires, telles que les civilisations ou les empires historiques. Cette lacune ontologique fait de l'ONU une structure formellement inclusive, mais substantiellement aveugle aux réalités profondes de l'histoire et de l'anthropologie. Avec la chute de l'Union soviétique en 1991, certains peuvent croire que le modèle occidental avait définitivement triomphé. Francis Fukuyama parlait même de la fin de l'histoire, tant la victoire du libéralisme semblait acquise. En Europe, ce triomphe apparaît comme une confirmation de la voie empruntée par les institutions communautaires. L'Union européenne, dont les origines sont encore en partie enracinées dans une volonté de réconciliation civilisationnelle et chrétienne, se transforme progressivement en une organisation internationale, fonctionnant sur des principes technocratiques, économiques et juridiques, au détriment d'une véritable conscience civilisationnelle européenne. L'Europe a embrassé avec zèle l'idéologie universaliste héritée de Yalta, croyant pouvoir s'émanciper de ses racines historiques en adoptant le langage des droits, des normes et de la gouvernance. Mais ce modèle s'essouffle. Au tournant du XXIe siècle, le monde connaît un basculement discret mais profond. La montée en puissance de la Chine, civilisation millénaire en voie de recentralisation politique, l'affirmation de la Russie comme puissance néo-eurasienne, la croissance de l'Inde et le réveil de l'islamisme politique montrent que les grands récits civilisationnels ne sont pas morts. Ils ont simplement été marginalisés pendant quelques décennies. Les États-Unis eux-mêmes, minés par des divisions internes, peinent à maintenir leur hégémonie et se réinventent en bloc continental en abandonnant leur rôle de policier mondial. Le paradigme binaire, hérité de Yalta, s'effondre, remplacé par une logique de multipolarité où les blocs civilisationnels redeviennent les véritables acteurs. Hélas, dans cette nouvelle donne, l'Europe continue pourtant à penser selon les catégories dépassées du XXe siècle. Refusant de se concevoir comme un État-civilisation, elle reste enfermée dans une vision purement juridique et économiste de l'unité. Or, comme l'a montré Carl Schmitt, avec sa théorie des Großräume, seules les grandes aires civilisationnelles dotées d'une cohérence interne peuvent espérer exister de manière autonome dans un monde redevenu conflictuel. Si l'Europe n'assume pas son identité propre, et surtout ses intérêts stratégiques spécifiques, elle redeviendra inévitablement un terrain de manœuvre pour d'autres grandes puissances. Le souverainisme national, bien qu'ayant le mérite de signaler un véritable malaise, ne suffit pas à inverser la tendance. Le repli sur l'État-nation n'est qu'une solution partielle, même pour des États économiquement et stratégiquement moyens, pour ne pas dire médiocres, comme la France ou l'Allemagne. Il faut désormais penser l'appartenance européenne en termes civilisationnels, et non seulement en termes économiques ou juridiques. Un patriotisme européen identitaire qui ne nie pas les identités nationales, mais les inscrit dans un tout supérieur est indispensable. Sans cela, les nations européennes seront reléguées au statut de province folklorique ou de satellite étranger, que ce soit au service de Washington, sous la tutelle de Pékin ou à la merci d'influences islamistes radicales. La leçon de Yalta
n'est pas seulement celle d'un partage injuste ou d'une soumission temporaire humiliante, c'est une alerte structurelle. L'Europe n'existe que si elle se pense comme un tout enraciné, autonome et souverain, et avec suffisamment de volonté de pouvoir et de puissance pour vouloir se défendre, pour vouloir survivre, peut-être même dominer. Si elle refuse cette transformation intellectuelle, identitaire et politique, elle sera condamnée à revivre l'humiliation de Yalta sous d'autres formes à chaque nouveau tournant de l'histoire mondiale.